Annule sa rééducation, économise l'argent. Les mots flottèrent dans la chambre d'hôpital silencieuse aussi clairement que si quelqu'un les avait criés à mon oreille. Ma femme, Mélissa, me tenait toujours la main. Quiconque passait devant la porte aurait pensé qu'elle était une épouse dévouée, priant aux côtés de son mari blessé. Puis elle se pencha plus près. Tellement d'argent pour une thérapie alors qu'il ne s'en remettra probablement jamais. C'est inutile. Ma poitrine hurlait. Pas de douleur, de trahison. Une deuxième voix suivit. Tyler, mon beau-fils de 34 ans. Il gloussa à voix basse. Je prendrai son manoir. J'ai toujours voulu le rénover de toute façon. Mélissa rit doucement. Nous attendrons que tout soit officiel. J'ai déjà des plans pour l'endroit, répondit Tyler. Rien que le garage vaut plus que la maison de la plupart des gens. Aucun d'eux ne remarqua la larme qui s'échappa du coin de mon œil. Ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Ils pensaient que je ne pouvais pas comprendre. Plus important encore, ils pensaient que je ne pouvais pas me souvenir. Ils avaient tort. Oh, mon nom est Daniel Carter. J'ai 62 ans. Et jusqu'à il y a 3 jours, je croyais avoir bâti une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. J'ai construit des quartiers à travers la Caroline du Nord, pas des gratte-ciel de luxe à Manhattan, pas des casinos à Las Vegas. Des quartiers, des endroits où des enseignants, des pompiers, des électriciens, des infirmières et des couples de retraités pouvaient s'offrir de belles maisons. Pendant près de 35 ans, j'ai travaillé avant le lever du soleil et je suis rentré après la tombée de la nuit. Je ne suis pas né riche. Mon père conduisait un camion de livraison. Ma mère nettoyait des chambres de motel à l'extérieur de Charlotte. Tout ce que je possédais avait été gagné brique par brique, y compris le manoir en pierre de 3 étages surplombant le lac Norman. Les gens supposaient souvent que j'aimais la maison parce qu'elle était chère. En vérité, elle me rappelait jusqu'où les sacrifices de mes parents m'avaient porté. Puis, il y a 3 jours, une camionnette a ignoré un feu rouge. Je ne l'ai même pas vu arriver. Les médecins m'ont dit plus tard que mon SUV avait fait 2 tonneaux avant de s'écraser contre une barrière en béton. Multiples fractures, blessures internes, un traumatisme crânien, un AVC pendant la chirurgie d'urgence. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, mon corps refusait de m'obéir. Je ne pouvais pas parler, pas lever les bras, pas même tourner la tête. Les machines qui entouraient mon lit faisaient plus de bruit que moi. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence est devenu le plus grand avantage de ma vie. Plus tôt ce matin-là, j'avais entendu le docteur Patel parler doucement à l'extérieur de ma chambre. Le gonflement s'améliore, dit-il à Mélissa. Monsieur Carter comprend plus que ce que nous pensions au départ. Va-t-il se rétablir, demanda-t-elle. Nous ne savons pas. Il aura besoin de mois de rééducation intensive. Des mois? Ce simple mot m'apporta de l'espoir. Apparemment pas à ma femme. Le médecin continua, ce sera difficile, mais les patients déterminés nous surprennent parfois. Mélissa le remercia poliment. Elle pleura même. J'entendis chaque reniflement, chaque souffle tremblant, chaque performance parfaite. À la seconde où le médecin s'éloigna, elle devint quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Leurs pas disparurent dans le couloir. Le silence s'installa de nouveau dans la chambre. 1 minute plus tard, la porte s'ouvrit. Des pas légers. Pas Mélissa, pas Tyler. Emily, mon infirmière privée. Elle m'avait été assignée parce que mes médecins croyaient que des soins personnalisés amélioreraient mes chances. Elle ne devait pas avoir plus de 35 ans. Des yeux bienveillants, une voix calme. Le genre d'infirmière qui expliquait tout ce qu'elle faisait, même quand elle supposait que le patient ne pouvait pas répondre. Bonjour, monsieur Carter, dit-elle doucement. Je vais vérifier votre perfusion. Elle ajusta le tube, vérifia le moniteur, puis s'arrêta. Je connais ce regard. Sa voix baissa. Je pense que vous êtes réveillé. Je forçai chaque once de ma force pour ouvrir les yeux plus grands. Elle se pencha plus près. Pouvez-vous me comprendre? Je clignai des yeux une fois. Ses sourcils se levèrent. Oh. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir avant de me rendre son attention. Si vous me comprenez, clignez des yeux 2 fois. Je le fis. Sa main se figea au-dessus de la couverture. Mon Dieu, murmura-t-elle si bas que j'ai failli ne pas l'entendre.
Ils ont dit que vous ne réagissiez pas. Je clignai des yeux à nouveau. Des larmes remplirent ses yeux. Ne vous inquiétez pas. Je ne le dirai à personne tant que nous ne saurons pas exactement ce que vous voulez. Ce que je voulais. Les mots résonnèrent dans mon esprit. Pour la première fois depuis l'accident, quelqu'un me le demandait, ne parlez pas par-dessus moi, ne décidez pas de mon avenir. Me le demandait. Il y avait un problème. Je ne pouvais pas parler. Pas même un murmure. Émilie sembla comprendre ma frustration. Pouvez-vous bouger quelque chose? Rien. Mes doigts refusaient. Mes jambes avaient disparu de ma conscience. Seuls mes yeux restaient fiables. Puis un vieux souvenir refit surface. Ma sœur cadette Sarah, née profondément sourde. Nos parents n'avaient pas les moyens de payer des écoles privées, alors ils ont appris la langue des signes américaine avec elle. J'ai appris aussi. Je n'avais que 10 ans. Pendant des années, nous avons parlé à travers des pièces bondées sans faire de bruit. Je n'avais pas utilisé l'ASL régulièrement depuis des décennies. Mais la mémoire musculaire est une chose remarquable. Je concentrais chaque once d'énergie dans ma main droite. Rien. Encore, toujours rien. Émilie remarqua le plus petit tressaillement de mon index. Elle se pencha en avant. Réessayez. Le doigt bougea à peine. Assez. La douleur traversa de nouveau mon bras. Lentement, douloureusement. Mon pouce bougea, puis mon index. Émilie regardait sans respirer. Vous, murmura-t-elle. Vous essayez de signer. Un soulagement m'inonda. Elle avait compris. Je fermais les yeux d'épuisement. Quand je les rouvris, elle souriait. Je connais un peu l'ASL. Mon jeune frère est sourd. Pour la première fois depuis mon réveil, l'espoir remplaça la peur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Un mouvement prudent à la fois, je formai la chose la plus proche que je pus d'un seul mot. Avocat. Émilie me fixa. Vous voulez votre avocat? Je clignai des yeux 2 fois. Elle regarda vers le couloir. Est-ce que votre famille sait que vous communiquez? Je clignai des yeux 1 fois. Non. Voulez-vous qu'ils le sachent? Encore. Un clignement. Non. Elle hocha immédiatement la tête. Je comprends. Il n'y avait pas une once d'hésitation dans sa voix. Elle ne jugeait pas. Elle ne demandait pas pourquoi. Elle acceptait simplement que j'ai une raison. Puis elle me surprit. Je vais vous aider. Ce soir-là, Mélissa revint avec des fleurs. Elle m'embrassa sur le front. Je suis là, mon chéri. Son parfum me rendait presque malade. Tyler la suivit, un café à la main. J'ai parlé à la compagnie d'assurance, annonça-t-il. Ils vont probablement contester une partie des frais de rééducation. Mélissa soupira de façon dramatique. Nous verrons cela plus tard. J'eus envie de rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'aucun d'eux ne réalisait que le pont s'était déjà effondré sous leurs pieds. Émilie entra quelques minutes plus tard pour vérifier mes médicaments. Elle ne me regarda jamais, ne laissa jamais entendre que quelque chose avait changé. Elle joua son rôle à la perfection. Professionnelle, calme, invisible, exactement ce dont nous avions besoin. Mélissa finit par prendre son sac à main. Nous reviendrons demain. Tyler hocha la tête. Repose-toi bien, Daniel. La porte se referma derrière eux. Émilie attendit que leur pas s'estompe. Puis elle sortit discrètement un petit téléphone de sa poche. J'ai trouvé le contact d'urgence listé avant votre femme. Elle me regarda. Michael Lawson. Je clignai des yeux 2 fois. Elle sourit. Je l'appelle. Elle sortit dans le couloir. Moins d'1 minute plus tard, j'entendis la voix d'un homme à travers le haut-parleur. Michael Lawson, à l'appareil. Émilie prit une lente inspiration. Monsieur Lawson. Elle jeta un coup d'œil vers ma chambre. Monsieur Carter est réveillé. Et il a quelque chose de très important à vous dire. Je dormis à peine cette nuit-là. Pas à cause de la douleur. Les analgésiques la maîtrisaient en grande partie. C'était mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux,
j'entendais la voix de Mélissa. Annule sa rééducation. Économise l'argent. Puis la réponse suffisante de Tyler. Je prendrai son manoir. Pendant des années, j'avais eu peur de perdre mon entreprise, de perdre de l'argent, de perdre ma santé. Je n'avais jamais imaginé que la plus grande perte serait de découvrir que les personnes assises à mon chevet avaient déjà commencé à célébrer mes funérailles. Vers 7 heures le lendemain matin, Émilie entra discrètement dans ma chambre avec une tasse de café. Pas pour moi, pour elle. Elle sourit comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Bonjour, monsieur Carter. Elle vérifia ma tension artérielle, ajusta ma couverture, puis se pencha assez près pour que personne à l'extérieur de la chambre ne puisse entendre. Monsieur Lawson arrive. Je clignai des yeux 2 fois. Il arrivera avant votre femme. Un autre clignement. Émilie comprenait chaque réponse sans me fatiguer. Elle était devenue ma voix moins de 12 heures après m'avoir rencontré. Ce genre de confiance ne se construit pas en une nuit. Mais parfois, la tragédie vous présente exactement la personne dont vous avez besoin. À 8h15, un homme plus âgé en costume bleu marine entra dans ma chambre, ne portant rien d'autre qu'une mallette en cuir. Michael Lawson, mon avocat. Mon ami depuis 28 ans. Nous avions bâti des entreprises ensemble, conclu des centaines de transactions immobilières. Il m'avait aidé à rédiger chaque version de mon testament depuis que ma première femme, Linda, était décédée d'un cancer du sein près de 15 ans plus tôt. Au moment où il vit mes yeux ouverts, ses épaules se détendirent. Mon Dieu. Il s'approcha de mon lit. Je me préparais à te dire adieu. Je voulus sourire. Au lieu de ça, je clignai des yeux. Émilie ferma discrètement les stores de la chambre. J'ai déjà expliqué tout ce que j'ai observé hier, dit-elle à Michael. Il comprend tout. Michael hocha la tête. Mais il ne peut pas parler. Émilie se tourna vers moi. Pas avec des mots. Elle souleva doucement ma main droite. Monsieur Carter, pouvez-vous lui montrer? Je me concentrai. L'effort me sembla être celui de soulever un camion avec un seul doigt. Lentement, mon pouce bougea, puis mon index. La douleur traversa de nouveau mon bras. Un autre mouvement. Michael fronça les sourcils. Est-ce qu'il? Émilie sourit. La langue des signes américaine. Ses yeux s'écarquillèrent. J'avais complètement oublié. Il me regarda de nouveau. Sarah. Je clignai des yeux 2 fois. Il se souvenait de ma sœur. Tous ceux qui me connaissaient vraiment se souvenaient de Sarah. Mélissa ne s'était jamais donné la peine d'apprendre un seul signe. Elle disait toujours qu'elle n'aurait jamais de raison. La vie a un incroyable sens de l'ironie. Il me fallut près de 20 minutes pour communiquer une phrase complète. Émilie interprétait patiemment. Michael notait tout. La première phrase que je signais était simple. Ma femme veut que je meure. Michael secoua immédiatement la tête. Daniel, c'est une accusation grave. Je continuai péniblement. Émilie traduisit. Elle a dit à Tyler d'annuler la rééducation parce que ça coûte trop cher. Une autre pause. Ils ont discuté du partage de vos biens. Le visage de Michael changea lentement. Il n'était plus sceptique. Il me connaissait. Je n'étais pas émotif. Je n'étais pas impulsif. Si j'accusais quelqu'un, il y avait une raison. Émilie ajouta doucement, je n'ai rien entendu personnellement. Mais quand j'ai trouvé Monsieur Carter réveillé hier, il a spécifiquement demandé à vous voir avant tout le monde. Michael retira lentement ses lunettes. Raconte-moi tout. Pendant près d'1 heure, je signais. Un mouvement épuisant après l'autre. Chaque mot que Mélissa avait murmuré. Chaque phrase que Tyler avait prononcée. Chaque détail dont je pouvais me souvenir. À la fin, le carnet de Michael était rempli. Il se pencha en arrière dans sa chaise. Je représente des familles riches depuis plus de 30 ans. J'ai vu des enfants poursuivre leurs parents en justice, des frères voler des héritages, des partenaires commerciaux détruire des amitiés de toute une vie, mais ça. Il me regarda. C'est différent. Il ouvrit sa mallette. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons examiner ton patrimoine. Cette seule phrase me rappela pourquoi j'avais engagé Michael des décennies plus tôt.
Il ne réagissait jamais émotionnellement. Il résolvait des problèmes. Il étala plusieurs documents sur la petite table de l'hôpital. Ma première question. Est-ce que Mélissa t'a déjà fait pression pour changer la propriété de tes entreprises? Je clignai des yeux une fois. Non. Est-elle redevenue actionnaire? Non. Et le trust familial Carter? Non. Il sourit pour la première fois de la matinée. Bien. Émilie parut confuse. Michael expliqua doucement. Daniel a tout bâti avant ce mariage. Le trust détient la plupart de ses principaux actifs. Le manoir, les sociétés de développement, les propriétés d'investissement, le terrain au bord du lac. Mélissa vit dans ces maisons. Elle ne les possède pas. Un soulagement m'envahit. Au moins une version de moi-même était restée prudente. Michael continua. Le compte courant joint contient assez d'argent pour tenter quelqu'un. Mais comparé à ton patrimoine total. Il sourit faiblement. C'est de l'argent de poche. Émilie parut surprise. Donc, légalement, elle n'hérite pas de tout? Michael gloussa. Loin de là. Puis son expression redevint sérieuse. Mais il y a un autre problème. Il se tourna vers moi. Si Mélissa croit vraiment que tu es mentalement incapable, elle pourrait essayer d'obtenir la tutelle. Mon cœur s'accéléra. Il continua. Une fois que quelqu'un contrôle les décisions médicales, il obtient souvent une influence considérable sur les questions financières. Émilie croisa les bras. Peut-elle faire ça? Pas si Daniel est mentalement compétent, dit Michael en tapotant le carnet. Et pas si nous agissons les premiers. Il commença à exposer les options légales possibles, des requêtes d'urgence au tribunal, des évaluations médicales, des restrictions financières temporaires, des ordonnances de protection. Tout semblait logique. Tout semblait rapide. Pourtant, quelque chose en moi résistait. Je levai lentement la main. Émilie regarda attentivement. Non. Michael fronça les sourcils. Non. Je continuai à signer lentement, péniblement. Besoin de preuves. Il me fixa. Tu as déjà ton témoignage. Encore une fois, je signai. Pas suffisant. Il comprit. Si Mélissa niait tout, ce serait ma parole contre la sienne. Aucun jury, aucune famille, aucun juge ne devrait avoir à se demander qui disait la vérité. Je voulais la certitude. Je voulais que la vérité soit exposée si complètement que personne ne pourrait jamais réécrire ce qui s'était passé. Michael se pencha en arrière, puis sourit. Je crois que je sais exactement ce que tu prévois. Vers 10h30, Mélissa arriva avec des muffins aux myrtilles faits maison. Elle sourit vivement à tout le monde. Oh, Michael, je ne savais pas que tu étais là. Il se leva poliment. Je voulais prendre des nouvelles d'un vieil ami. Mélissa essuya une larme imaginaire de sa joue. C'est déchirant. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. J'observais sa performance depuis mon lit d'hôpital. Si les Oscars avaient une catégorie pour les conjoints en deuil, elle méritait une nomination. Tyler entra derrière elle, portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Salut. Il me regarda à peine. Au lieu de cela, il se tourna vers Michael. Alors, comment ça se passe, toutes ces histoires légales? Michael répondit nonchalamment. Rien à discuter. Tyler haussa les épaules. Je suppose qu'on va attendre. Exactement. Ils allaient attendre, car ils croyaient toujours que j'étais piégé dans un corps brisé sans aucun moyen de me défendre. Émilie ajusta discrètement ma perfusion. Alors qu'elle s'éloignait, nos regards se croisèrent pendant moins d'une seconde. Pas de sourire, pas de signal, rien que quelqu'un d'autre remarquerait. Mais je savais que le jeu avait déjà commencé. Cet après-midi-là, après que Mélissa et Tyler soient partis déjeuner, Émilie revint avec ma tablette. Elle l'avait connectée au système de sécurité privé de ma maison. Une notification clignota sur l'écran. Mouvement détecté. Emplacement, résidence Carter, bureau. L'expression d'Émilie se durcit. Elle me regarda, puis signa lentement, quelqu'un retire des documents de votre maison. Je fixai l'écran pendant plusieurs longues secondes. Puis, malgré la douleur qui me déchirait le bras,
je signai 2 mots simples. Émilie déglutit. Vous voulez que je les laisse faire? Je clignai des yeux 2 fois. Elle hocha lentement la tête, puis répéta mes mots à voix haute. Laissez-les faire. Parce que parfois, le moyen le plus rapide de démasquer un voleur est de le laisser croire que personne ne regarde. À la fin de la première semaine, tout le monde me croyait exactement là où il me voulait, brisé, silencieux, dépendant. Cette illusion est devenue ma plus grande arme. Le médecin voyait un patient qui progressait lentement après un accident catastrophique. Mélissa voyait un mari qui ne remettrait plus jamais en question un relevé de carte de crédit. Tyler voyait un héritage avec un cœur qui battait encore. Seules 3 personnes connaissaient la vérité, Emily, Michael et moi. Le lundi matin suivant, Michael arriva avec une autre mallette en cuir. Cette fois, il avait l'air presque joyeux. J'ai passé le week-end à tout revoir. Il ferma la porte derrière lui avant de reprendre la parole. Daniel, tu as bâti ton empire comme un homme qui n'a jamais fait confiance à la chance. Je clignai des yeux. Il ouvrit plusieurs dossiers, 23 SARL, 4 sociétés holdings, le trust familial Carter et 3 partenariats d'investissement distincts. Emily parut impressionnée. Je n'en avais aucune idée. Michael sourit. La plupart des gens non plus. Il se tourna vers moi. Tu as toujours dit qu'un seul procès ne devrait pas pouvoir détruire le travail de toute une vie. Je me souviens avoir dit exactement cela près de 20 ans plus tôt. À l'époque, cela avait semblé excessivement prudent. Maintenant, cela me sauvait la vie. Mélissa n'a un accès illimité qu'aux comptes domestiques communs. Il fit une pause. Tout le reste nécessite ton approbation. Je clignai des yeux 2 fois. Bien. Cependant, son sourire disparut. Quelqu'un a déjà essayé. Il fit glisser un document sur la table de chevet. Émilie le ramassa. Qu'est-ce que c'est? Une demande de transfert des droits de vote de l'entreprise. Elle fronça les sourcils. Qui l'a soumise? Michael répondit calmement. Un cabinet d'avocats. Mais pas le mien. Il me regarda directement. Ils ont prétendu que ton état te rendait définitivement incapable. Mon cœur s'emballa. Émilie parut horrifiée. Mais il n'est à l'hôpital que depuis une semaine. Michael hocha la tête. Exactement. Ils agissent beaucoup plus vite que les familles en deuil ne le font habituellement. Je levai lentement la main, un mouvement douloureux à la fois. Qui les a engagés? Michael soupira. Nous le confirmons en ce moment, mais j'ai une forte suspicion. Aucun de nous n'eut besoin de dire son nom. Plus tard cet après-midi-là, Mélissa entra dans ma chambre avec des fleurs fraîches. Des lys blancs. Ma défunte femme, Linda, détestait les lys. Mélissa le savait. Elle avait simplement oublié. Ou peut-être qu'elle ne s'en souciait plus assez pour s'en souvenir. Elle m'embrassa sur le front. Tu as l'air paisible aujourd'hui. Je fixai le plafond. Elle s'assit à mon chevet. Je me suis occupé de tout. Nos factures, la maison, les appels professionnels. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Sa voix semblait chaleureuse, réconfortante, presque crédible. Puis son téléphone vibra. Elle sortit dans le couloir pour répondre. Émilie se trouvait par hasard en train de vérifier mon chariot de médicaments juste à l'extérieur. Quand Mélissa disparut au coin du couloir, Émilie me regarda discrètement. Je reviens tout de suite. Elle la suivit. Pas assez près pour être évidente. Juste assez près. 5 minutes plus tard, elle revint. J'ai entendu assez. Elle baissa la voix. Elle parlait à quelqu'un nommé Grant. Elle a dit. Émilie hésita. Point que les papiers devraient être prêts avant sa sortie. Une autre pause. Non, il ne comprend rien. Je fermai les yeux. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que l'entendre faisait encore mal. Ce soir-là, Michael amena quelqu'un de nouveau. Une femme aux cheveux argentés portant un jean, des bottes et un blazer bleu marine. Voici Rebecca, détective privée agréée. Rebecca sourit poliment. Je travaille avec Michael depuis des années. Elle me regarda. Et je ne crois pas aux coïncidences. Michael expliqua. Je l'ai engagé hier.
Rebecca ouvrit un mince carnet. Votre femme a développé une routine. Chaque matin, café, club de sport, hôpital. Chaque après-midi, plusieurs réunions inexpliquées en ville. Chaque soir, dîner avec Tyler. Elle tourna une autre page. Hier, ils ont rencontré un agent immobilier de luxe. Emily fronça les sourcils. Un agent immobilier? Rebecca hocha la tête. Ils ont visité votre manoir. Elle fit glisser plusieurs photographies sur la table. Melissa se tenait sur la pelouse avant en riant. Tyler montrait le garage indépendant. Une autre photo les montrait marchant dans ma maison avec un couple bien habillé. L'agent immobilier portait des plans. Mon estomac se tordit. Il n'attendait pas que je meure. Il planifiait déjà les rénovations. Au cours des jours suivants, le dossier de Rebecca s'épaissit. Tyler commanda des meubles sur mesure. Melissa rencontra 2 fois un conseiller financier qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Une entreprise de déménagement visita le manoir. L'excuse, une future rénovation. Pendant ce temps, personne ne me rendit visite, sauf Emily et Michael. Melissa raccourcit ses visites d'1 heure à 30 minutes, puis 20. Un après-midi, elle resta moins de 8 minutes. Avant de partir, elle m'embrassa sur le front. Ton sourire me manque. La porte se referma. Emily me regarda. Aucun de nous ne parla. Nous n'en avions pas besoin. Il y avait une chose que Melissa ne prit jamais la peine de demander, ma rééducation. Parce qu'elle supposait qu'elle n'avait pas lieu. Officiellement, ce n'était pas le cas. Officieusement, Emily avait organisé quelque chose de complètement différent. Chaque soir, après la fin des heures de visite, elle faisait entrer un kinésithérapeute nommé Kevin dans ma chambre. Kevin avait pris sa retraite du système hospitalier des anciens combattants 2 ans plus tôt. Emily lui faisait entièrement confiance. Alors, dit Kevin avec un sourire lors de notre première séance. J'ai entendu dire que vous êtes têtu. Je clignai des yeux 2 fois. Emily rit. C'est sa façon de dire oui. Les exercices étaient brutaux. Mes doigts se crispaient. Mon épaule me brûlait. Chaque tentative de bouger ma jambe gauche ressemblait à traîner du béton en montée. Plus d'une fois, j'ai voulu abandonner. Kevin ne m'a jamais laissé faire. Vous avez construit des quartiers. Je clignai des yeux. Alors construisez ça. Il tapota mon bras. Un muscle, un mouvement. Un jour. Je le détestais de dire ça. Puis j'ai commencé à le croire. 2 semaines passèrent. Je pouvais maintenant lever 3 doigts. Mon bras droit répondait de manière plus constante. J'ai même réussi un sourire de travers un après-midi. Emily applaudit comme si j'avais gagné une médaille olympique. C'est énorme. Elle rit. Vous n'avez aucune idée. En fait, si. Chaque petite amélioration signifiait une chose, le calendrier de Melissa se raccourcissait. Le mien se renforçait. L'enquête de Rebecca se poursuivit. Un vendredi soir, elle arriva avec une petite clé USB. Je pense que vous voudrez voir ça. Michael la brancha sur un ordinateur portable. Des images de sécurité apparurent à l'écran. Une salle à manger privée dans un steakhouse haut de gamme de Charlotte. Angle de caméra caché. Pas de son au début. Puis le son commença. Melissa leva un verre de vin. Honnêtement, je pensais qu'il mourrait la première nuit. Tyler rit. Moi aussi. La voix d'un homme se fit entendre. Probablement l'agent immobilier. Que se passe-t-il s'il se rétablit? Melissa haussa les épaules. Il ne le fera pas. Le médecin a dit que la rééducation prend des mois. Tyler se pencha en arrière. Et nous nous assurons que cela n'arrive jamais. Le silence emplit ma chambre d'hôpital. Rebecca croisa les bras. J'ai déjà conservé des copies. Michael ne parla pas. Emily non plus. Je fixai l'écran. Chaque doute disparut. Chaque excuse s'évanouit. C'était là. Pas une suspicion, pas un malentendu, un choix. Ils avaient choisi la cupidité. Encore et encore et encore. Rebecca plongea une dernière fois dans son dossier. J'ai autre chose.
Elle appuya sur un autre bouton. Un enregistrement différent commença. Celui-ci provenait de la caméra cachée à l'intérieur de mon propre bureau à domicile. Mélissa se tenait à côté de mon bureau. Elle se croyait seule. Elle sourit, puis dit doucement la phrase qui changea tout. Plus vite il mourra, elle regarda Tyler, plus vite nous serons libres. Personne dans la pièce ne bougea, pas même Emily. Michael ferma lentement l'ordinateur portable. Il me regarda longuement, puis parla enfin. Daniel, je pense que nous avons toutes les preuves dont nous aurons jamais besoin. Je le regardai, puis Emily, puis levai lentement ma main tremblante. Un signe, une décision. Pas encore. Parce que je n'étais pas intéressé par une victoire silencieuse. Je voulais que la vérité voie la lumière. 3 semaines après l'accident, j'ai cessé de mesurer le temps par des dates. Je le mesurais par des victoires. La première fois que j'ai levé ma main droite sans aide. La première fois que je suis resté debout pendant 5 secondes à côté du lit d'hôpital. La première fois que j'ai réussi à avaler sans tousser. Chaque petite réussite semblait invisible pour tout le monde, sauf pour les personnes qui se souciaient vraiment. Emily célébrait chacune d'elles. Kevin me poussait à travers chaque étape douloureuse. Michael construisait discrètement la fondation juridique sous nos pieds. Pendant ce temps, Mélissa et Tyler continuaient de construire leurs fantasmes. Ils croyaient avoir déjà gagné. Un mardi matin, Emily me poussa en fauteuil roulant dans la salle de rééducation avant le lever du soleil. Les couloirs de l'hôpital étaient presque vides. Seules quelques infirmières échangeaient des salutations endormies à notre passage. Kevin attendait déjà. Alors, dit-il en croisant les bras. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je le regardai. Il sourit. Tu vas marcher. Emily sourit. Il n'a pas l'air convaincu. Je me fiche qu'il le croie ou non, répondit Kevin. Ses jambes sont prêtes. Les miennes ne semblaient certainement pas prêtes. Les barres parallèles semblaient être à des kilomètres l'une de l'autre. Kevin bloqua le fauteuil roulant. Debout. Un mot simple. Une tâche impossible. Emily glissa un bras autour de mon dos. Kevin stabilisa mon épaule gauche. Je poussai. Rien. Encore. Chaque muscle de mon corps protestait. Puis mes genoux se redressèrent pour la première fois depuis l'accident. J'étais debout. Seulement pour un instant. Mais j'étais debout. Emily rit à travers ses larmes. Je savais que tu pouvais le faire. Kevin ne sourit pas. Un pas. Je le fixai. Il pointa vers l'avant. Juste un. Mon pied droit bougea d'à peine 15 centimètres, puis mon gauche. La douleur explosa dans ma hanche. La sueur coulait sur mon visage. J'ai failli m'effondrer. Kevin me rattrapa. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je fis un autre pas, puis un autre. Quand nous avons finalement atteint le bout des barres, je réalisai qu'Emily pleurait ouvertement. J'ai déjà vu des miracles, murmura-t-elle, mais jamais un aussi têtu. Je voulais lui dire qu'elle m'avait sauvé la vie. Au lieu de cela, je lui serrai la main. Elle comprit. Elle comprenait toujours. Cet après-midi-là, Michael arriva avec plusieurs dossiers épais. J'ai de bonnes nouvelles. Il les posa sur la table. Et j'ai des nouvelles incroyables. Emily lui versa une tasse de café. Je prends les incroyables. Michael gloussa. Moi aussi. Il ouvrit le premier dossier. L'enquête de Rebecca est terminée. Photographie, registre financier, journaux d'appel, annonces immobilières. Chaque page ajoutait une autre brique au mur entourant Mélissa et Tyler. Ils ont rencontré l'agent immobilier cette fois. Ils ont interrogé 2 architectes d'intérieur. Ils ont contacté une société de vente aux enchères pour vendre des œuvres d'art de ton manoir. Emily fronça les sourcils. Ils vendent des choses qui ne sont même pas à eux. Michael hocha la tête. C'est pire. Il ouvrit un autre dossier. Tyler a mis en vente plusieurs pièces en ligne. Des meubles anciens, un piano à queue, la collection de cristal de ma défunte femme, des objets qui n'avaient jamais appartenu à Mélissa. Ma mâchoire se serra. Linda avait passé des années à collectionner ce cristal.
Chaque pièce lui rappelait les voyages que nous avions faits ensemble. Tyler ne voyait que des signes de dollars. Michael tendit à Emily un autre document. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une réservation. »« Pourquoi ?» Il soupira. « Un salon funéraire. » Je le fixai. Il continua doucement. « Melissa les a rencontrés hier. » Emily parut horrifiée. Mais il se rétablit. « Elle ne le sait pas. » Il hocha la tête vers moi. « Elle a planifié la cérémonie. » Je fermai les yeux. Non pas parce que j'étais en deuil, mais parce que je me souvins soudain de la promesse que Linda et moi nous étions faite. Si l'un de nous mourait le premier, il y aurait de la musique, des histoires, des rires, une célébration de la vie. Melissa avait choisi des fleurs chères, des limousines de luxe, un traiteur haut de gamme, tout sauf l'amour. 2 jours plus tard, Rebecca arriva avec une autre enveloppe. « J'ai pensé que vous voudriez entendre ça en personne. » Elle posa un enregistreur numérique sur la table de chevet. Le propriétaire de l'entreprise de déménagement a coopéré. Michael appuya sur lecture. La voix de Tyler emplit la pièce. « Je me fiche qu'il soit encore en vie. Je veux que tout soit emballé le jour où il quittera l'hôpital. » Une autre voix demanda « Et s'il rentre à la maison ?» Tyler rit. « Il ne le fera pas. Ma mère regarde déjà les maisons de retraite. » Emily se couvrit la bouche. Je fixai le plafond. C'était donc ça le plan. Me garder en vie juste assez longtemps pour que je signe ma liberté. Puis me cacher quelque part de pratique. Le manoir, l'entreprise, la vie que j'avais bâtie, tout à eux. Ils avaient pris la gentillesse pour de la faiblesse. Ce soir-là, Michael déplia une nouvelle série de papiers juridiques. Je pense qu'il est temps. Je savais déjà ce qu'il voulait dire. Pendant près d'1 heure, nous avons travaillé sur chaque document. Comme parler restait difficile, je répondais principalement par la langue des signes et des réponses écrites sur une tablette. Le premier document, un Nouveau Testament. Melissa y restait. Exactement $1. Tyler recevait la même chose. Emily semblait mal à l'aise. N'est-ce pas dur? Je tapais lentement une réponse. $1 prouve que je ne les ai pas oubliés. Michael sourit. Exactement. S'ils contestent le testament en prétendant qu'ils ont été accidentellement omis. Il tapota le document. Point, ceci met fin à cet argument. Les papiers suivants transféraient des dons caritatifs supplémentaires, des bourses pour les étudiants en soins infirmiers, des financements pour les centres de rééducation au service des victimes d'AVC, un trust pour les familles qui ne pouvaient pas se permettre une thérapie physique à long terme. Emily me regarda. Pourquoi? Je tapais une autre phrase. Parce que quelqu'un d'autre ne devrait pas perdre espoir à cause de l'argent. Ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes. Puis vint la surprise. Michael fit glisser une invitation de couleur crème sur la table. Le gala annuel de la Fondation Carter. Je souris. Chaque octobre, ma fondation organisait un dîner de collecte de fonds à Charlotte. Des chefs d'entreprise, des enseignants, des politiciens locaux, des boursiers, des anciens combattants, des administrateurs d'hôpitaux. Près de 400 invités y assistaient chaque année. Melissa avait déjà annoncé publiquement que je ne serais pas là. Elle avait l'intention d'accepter un prix en mon nom. Tyler prévoyait de se présenter comme le futur président de la fondation. Michael se pencha en avant. J'ai confirmé qu'ils ont tous les deux accepté. Rebecca sourit. Ils s'entraînent déjà pour leur discours. Emily rit. Ils ne vous connaissent vraiment pas. Michael me regarda directement. Daniel, es-tu absolument certain de vouloir faire ça publiquement? Je n'hésitais pas. Je levai la main lentement, délibérément, puis signai. La vérité mérite des témoins. La pièce devint silencieuse. Rebecca la rompit finalement. J'enquête sur des gens riches depuis 22 ans. La plupart veulent se venger. Elle me regarda. Vous voulez la responsabilité. Je hochai la tête. Il y avait une différence. La vengeance satisfaisait la colère. La responsabilité protégeait les innocents. Si Melissa et Tyler pouvaient me trahir si facilement, qui d'autre finirait-il par détruire? La semaine suivante, ma guérison s'accéléra.
Je pouvais maintenant marcher sur de courtes distances avec une canne. Mon orthophoniste me permit enfin de pratiquer des mots simples. Le premier mot que je réussis à prononcer n'était pas « aide ». Ce n'était pas « douleur ». Ce n'était même pas mon propre nom. C'était « non ». Émilie rit en l'entendant. Ça semble approprié. Ça l'était. Car pendant près d'un mois, toute ma vie avait été définie par une seule décision silencieuse. Non. Non à l'abandon. Non à la peur. Non à laisser la cupidité réécrire mon héritage. Le gala n'était plus qu'à 7 jours. Mélissa choisissait sa robe. Tyler répétait son discours. Aucun d'eux ne réalisait qu'ils ne se préparaient pas à une célébration. Ils marchaient droit vers le tribunal qu'ils avaient construit pour eux-mêmes. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les fenêtres de l'hôpital, Michael rassembla chaque dossier, chaque enregistrement, chaque photographie et chaque document juridique dans une seule mallette verrouillée. Il se tint à mon chevet et sourit. Tout est prêt. Je regardai par la fenêtre un long moment, puis me retournai vers lui. D'une main ferme, je signai 3 mots. Encore une semaine. Le gala de la Fondation Carter avait toujours été ma soirée préférée de l'année. Pas à cause des smokings, pas à cause des discours, certainement pas à cause de l'attention. Je l'aimais parce que chaque dollar recueilli ce soir-là changeait l'avenir de quelqu'un. Au fil des ans, nous avions financé des bourses d'études, construit des terrains de jeu, rénové des logements pour anciens combattants et aidé des familles qui n'avaient nulle part où aller. Pendant 23 ans, il ne s'était jamais agi de moi. Ironiquement, cette année, ce serait exactement ça. Le gala se tenait à l'hôtel Grand Bohemian, dans le centre-ville de Charlotte. Près de 400 invités remplissaient la salle de bal, des chefs d'entreprise, des médecins, des enseignants, des superviseurs de chantier qui avaient travaillé à mes côtés pendant des décennies, plusieurs membres du conseil municipal, quelques journalistes locaux. Même le docteur Patel et les membres de l'équipe de rééducation avaient été invités. Mélissa avait insisté pour y assister en tant que ma représentante. Elle arriva vêtue d'une longue robe de soirée noire de créateur, élégante, chère, presque appropriée pour une veuve. Tyler la suivit, en smoking sur mesure. Il serra des mains avec assurance, se présentant à toute personne assez importante pour le reconnaître. Je suis le beau-fils de Daniel Carter. Il sourit fièrement. Je vais reprendre une grande partie de ses responsabilités. Plusieurs personnes le félicitèrent. D'autres hochèrent simplement la tête poliment. Ceux qui me connaissaient vraiment trouvèrent cette déclaration étrangement prématurée. Rebecca se tenait près du fond de la salle de bal, faisant semblant de vérifier son téléphone. Michael discutait nonchalamment avec plusieurs membres du conseil d'administration. Emily était assise tranquillement à une table dans un coin, vêtue d'une robe bleu marine. Elle semblait mal à l'aise au milieu de riches donateurs. Quand elle me remarqua attendant dans le couloir de service, elle sourit. « Vous êtes prêt ?» Je pris une lente inspiration. Ma canne reposait fermement dans ma main droite. « Je suis prêt. » Les mots sortirent lentement, encore rudes, encore imparfaits, mais c'étaient les miens. Émilie me serra l'épaule. Je n'aurais jamais pensé qu'entendre 3 mots pourrait me faire pleurer. Je souris. « Ne commence pas maintenant. » Elle rit doucement. « Je vais essayer. » À l'intérieur de la salle de bal, Mélissa monta sur scène. Le public applaudit poliment. Elle accepta le microphone avec une tristesse étudiée. « J'aimerais que Daniel puisse être ici ce soir. » Elle fit une pause dramatique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, son état reste très grave. Elle baissa les yeux. « Notre famille apprécie vos prières. » Tyler se tenait près du premier rang, hochant la tête solennellement. Mélissa continua. « Bien que Daniel puisse ne jamais se rétablir complètement. » La porte de la salle de bal s'ouvrit lentement. Personne ne le remarqua au début. Puis quelqu'un près du fond halta. Les têtes commencèrent à se tourner, une par une, comme des dominos. Le silence se répandit dans la pièce. Mélissa cessa de parler. Tyler se retourna lentement. Son sourire disparut. J'entrai dans la salle de bal, un pas prudent à la fois. Ma canne toucha le sol poli. Clic. Un autre pas. Clic. Chaque son résonnait dans la salle silencieuse.
Le visage de Melissa perdit toute couleur. Daniel. Tyler avait l'air d'avoir vu un fantôme. Non, murmura-t-il. C'est impossible. Je continuais à marcher lentement, délibérément, non pas parce que j'avais besoin d'un effet dramatique. Parce que j'étais encore en convalescence. Emily resta à quelques mètres derrière moi. Michael se dirigea discrètement vers la scène. Le public resta complètement silencieux. Quand j'atteignis enfin l'avant, je regardai Melissa, puis Tyler. Aucun ne pouvait soutenir mon regard. J'acceptai le microphone. Pendant un long moment, je restais simplement là. La salle attendait. Finalement, je parlais. J'ai. Le mot sortit tendu, rauque. J'ai. Un autre souffle. Point entendu. Des larmes remplirent les yeux de Melissa. Point tout. Personne ne bougea. Personne ne toussa même. J'ai entendu ma femme annuler ma rééducation. Melissa recula en trébuchant. Daniel, s'il te plaît. Je levai un doigt. Elle cessa de parler. J'ai entendu mon beau-fils réclamer mon manoir. Tyler secoua la tête frénétiquement. Tu déformes les choses. Michael monta sur scène. Je ne recommande pas d'interrompre. Sa voix porta à travers la salle de bal. Surtout compte tenu de ce qui va être montré. Un écran de projection géant descendit derrière nous. Michael fit un signe de tête au technicien audiovisuel. La première vidéo commença. Image de sécurité du couloir de l'hôpital. Melissa entrant dans ma chambre. Tyler la suivant. Horodatage. Date. Tout était vérifié. La salle resta silencieuse tandis que des sous-titres apparaissaient sous l'enregistrement. Annule sa rééducation. Économise l'argent. Un souffle collectif parcourut la salle de bal. Melissa se couvrit la bouche. Cet enregistrement est illégal. Rebecca se leva. Non, il a été légalement obtenu dans le cadre des procédures de sécurité de l'hôpital après des préoccupations concernant une potentielle exploitation financière. Melissa se tourna vers Tyler. Il avait l'air prêt à fuir. Le deuxième enregistrement commença. Le steakhouse. Les verres de vin. Les rires. Le médecin a dit que la rééducation prend des mois. Nous nous assurons que cela n'arrive jamais. Quelqu'un dans le public murmura « Oh mon Dieu !» Puis vint le troisième enregistrement. Mon bureau à domicile. Melissa souriant. Plus vite il mourra. Tyler répondit « Point plus vite nous serons libres. » Plusieurs membres du conseil d'administration baissèrent la tête, incrédules. Une femme âgée se mit à pleurer doucement. Elle avait connu Linda et moi depuis le début. Tyler me pointa soudainement du doigt. Il nous tend un piège. Michael brandit calmement un autre dossier. Relevé bancaire. Un autre dossier. Demande d'autorisation falsifiée. Un autre. Tentative de transfert des droits de vote de l'entreprise. Rebecca ajouta, journaux d'appel, annonces immobilières, contrat d'entreprise de déménagement. Emily se tenait discrètement à mes côtés sans dire un mot. Exactement là où elle s'était tenue depuis le premier jour où elle m'avait cru. Melissa craqua finalement. Elle tomba à genoux. Daniel, je suis désolé. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Je la regardais. Pendant un bref instant, je me souvins de la femme que j'avais épousée, les vacances, les soirées tranquilles sur le porche, les dîners d'anniversaire, les matins de Noël. Puis je me souvins de la chambre d'hôpital. Sa main tenant la mienne, son murmure. Annule sa rééducation. La peur n'expliquait pas cela. La cupidité, si. Tyler essaya une autre approche. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Je secouai lentement la tête. Non. Ma voix se fit plus forte. C'est une question de confiance. Il ouvrit à nouveau la bouche. Avant qu'il ne puisse parler, 2 détectives entrèrent dans la salle de bal. Aucun ne portait d'uniforme, juste des costumes sombres. Professionnels, calmes. L'un s'approcha de Michael. Il lui tendit un épais dossier de preuves. Le détective hocha la tête,
puis se tourna vers Tyler. « Monsieur Tyler Brooks ?» Le visage de Tyler se vida de toutes couleurs. « Nous devons vous parler concernant des allégations de fraude, de tentative d'exploitation financière d'un adulte vulnérable et de falsification de documents. » Melissa les fixa. « Quoi ?» Le second détective la regarda. « Madame Carter, nous devrons également vous parler. » La salle de bal resta complètement silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de célébration, juste la vérité. Brute, inévitable. Alors que les détectives escortaient Melissa et Tyler vers une salle de conférence privée, Tyler me regarda une dernière fois. La haine remplissait ses yeux. Les miens contenaient quelque chose de différent. De la tristesse. Parce que malgré tout, ce n'était pas la fin que j'avais autrefois imaginée pour ma famille. Emily s'approcha de moi. « Ça va ?» Je regardais autour de la salle de bal, les employés qui m'avaient aidé à construire des quartiers, les boursiers, les infirmières, les anciens combattants, les familles. Puis je souris. Pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas forcé. Ce n'est pas fini. Michael hocha la tête en connaissance de cause. Non, sourit-il. Mais la justice a enfin commencé. Les gens pensent souvent que la vengeance se termine au moment où les coupables sont démasqués. Ce n'est pas le cas. Cette nuit au gala n'était pas la fin. C'était le début de tout ce qui a suivi. Les enquêtes, les procès, les excuses, la guérison. La justice, ai-je appris, avance bien plus lentement que la colère, mais elle dure bien plus longtemps. Les semaines après le gala passèrent dans un tourbillon d'avocats, d'enquêteurs et de rendez-vous de kinésithérapie. Chaque matin, Kevin insistait toujours pour que je marche un peu plus loin que la veille. « Tu as encore un tour en toi, disait-il. »« Non. »« Si. »« Non. » Il souriait. « Tu as l'air plus fort à chaque fois que tu te disputes avec moi. » Pour la première fois depuis plus d'un mois, je ris. Un vrai rire. Non pas parce que la vie était devenue facile, mais parce qu'elle ressemblait enfin de nouveau à la vie. Emily rit aussi. « Le voilà, dit-elle. L'homme têtu dont tout le monde me parlait. » Le processus judiciaire avança rapidement une fois que les preuves devinrent publiques. Les enregistrements de l'hôpital, les images de surveillance de mon bureau, les documents falsifiés, la tentative de transfert des droits de vote, les registres financiers. Ensemble, ils peignaient un tableau qu'aucun jury ne pouvait ignorer. Melissa fut accusée d'exploitation financière d'un adulte vulnérable, de complot en vue de commettre une fraude et de plusieurs autres infractions financières connexes. Tyler fit face à des accusations supplémentaires liées à des documents falsifiés et à une tentative de vol par représentation frauduleuse. Aucune accusation ne leur reprochait d'avoir souhaité ma mort. Les gens sont libres de penser des choses terribles. La loi punit les actions, et ils en avaient commis beaucoup. En moins de 2 mois, Tyler perdit également sa licence d'agent immobilier. L'ordre professionnel examina les preuves de manière indépendante. L'intégrité comptait. Il n'en avait plus. Un après-midi, Michael entra dans mon bureau avec un dossier familier. Sauf que cette fois, ce n'était pas dans un hôpital. J'étais de retour chez Carter Développement, de retour derrière mon propre bureau. La pièce était exactement comme je l'avais laissée avant l'accident. La photo encadrée de Linda était toujours à côté de mon ordinateur. La maquette en bois du premier quartier que nous avions construit ensemble restait sur l'étagère. Rien n'avait changé, sauf moi. Michael sourit. « Tu as l'air bien, assis là. » Ça m'a manqué. Mon élocution s'améliorait chaque semaine. Lentement, prudemment. Les pauses m'embarrassaient moins qu'avant. Michael posa le dossier sur mon bureau. Les affaires pénales s'orientent vers des accords de plaidoyer. Je hochai la tête. Je m'y attendais. Il y a autre chose. Il hésita. Melissa veut te voir. La pièce devint silencieuse. Je regardai par la fenêtre vers le chantier de construction de l'autre côté de la rue. Des ouvriers grimpaient sur des échelles. Des camions bétonniers reculaient. La vie continuait de se construire. J'y réfléchirai. 3 semaines plus tard, j'acceptai. Non pas parce qu'elle méritait une autre chance. Parce que je méritais la paix. Nous nous sommes rencontrés dans un bureau de conseil tranquille en ville. Un lieu neutre.
Pas d'avocat, pas de caméra, pas de journaliste. Mélissa paraissait plus âgée que dans mes souvenirs. Pas physiquement, émotionnellement. La confiance qu'elle portait autrefois si facilement avait disparu. Elle s'assit en face de moi, les deux mains enroulées autour d'un gobelet en carton. J'ai failli ne pas venir, admit-elle. Moi aussi. Le silence s'installa entre nous. Finalement, elle leva les yeux. J'ai répété cette conversation 100 fois. Moi aussi. Elle hocha la tête. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je répondis honnêtement. Je l'ai déjà fait. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu l'as fait? Je t'ai pardonné pour moi. Elle fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Je me penchai en arrière. Si je portais de la haine, tu contrôlerais encore ma vie. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je suis désolé. Je sais que j'étais cupide. Je sais. Je me suis convaincu que je méritais tout parce que je prenais soin de toi. Elle se couvrit le visage. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé de te voir comme mon mari. J'ai commencé à te voir comme une opportunité. Ces mots firent mal. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils étaient enfin honnêtes. Elle plongea la main dans son sac. J'ai apporté quelque chose. Elle me tendit mon alliance. Je n'ai pas porté la mienne depuis le gala. Je regardai l'anneau. De l'or simple. Rien d'extravagant. Je ne veux rien de toi. Elle secoua la tête. Je voulais juste que tu la récupères. Je la posai doucement sur la table. Garde-la. Elle parut confuse. Elle appartient aussi à tes souvenirs. Elle pleura plus fort. Il n'y avait plus rien à dire. Nous nous levâmes. Elle murmura doucement, j'espère qu'un jour tu te souviendras de quelque chose de bien à mon sujet. Je souris tristement. C'est déjà le cas. Puis je suis parti, non pas parce que le pardon effaçait ce qui s'était passé, car il ne le pourrait jamais. Un mois plus tard, je reçus une lettre inattendue, manuscrite, de Tyler. Elle provenait du programme de réhabilitation que le tribunal lui avait ordonné de suivre dans le cadre de sa peine. La première phrase me surprit. J'ai passé toute ma vie à courir après des choses qui appartenaient à d'autres parce que je n'ai jamais rien construit par moi-même. Je lus la lettre 2 fois. Il n'y avait pas d'excuse. Pas de reproche à Mélissa. Pas de reproche à moi. Seulement du regret. Michael me demanda si je comptais répondre. Je ne sais pas. Émilie sourit. Tu n'as pas à décider aujourd'hui. Elle avait raison. Certaines blessures guérissent vite. D'autres méritent du temps. 6 mois après avoir quitté l'hôpital, j'ai pris la plus grande décision de ma vie. J'ai vendu le manoir. Tout le monde a supposé que je l'avais fait parce qu'il me rappelait la trahison. Ils avaient tort. Le manoir me rappelait le succès. Mais le succès n'avait plus besoin de 4 étages, de 12 cheminées ou d'une vue sur le lac. La maison, ce n'était pas le bâtiment. La maison, c'étaient les gens à l'intérieur. J'ai donc acheté une modeste maison au bord du lac à moins de 20 minutes de là. 3 chambres, un petit quai, un large porche où je pouvais regarder le lever du soleil avec une tasse de café. C'était paisible. Émilie venait souvent. Kevin passait le week-end pour s'assurer que je continuais à faire de l'exercice. Michael et moi avons recommencé à pêcher. Pour la première fois depuis des années, mon calendrier n'était pas plein, mon cœur l'était. La Fondation Carter a également changé. Au lieu de développer des initiatives de logement de luxe, nous avons créé 2 nouveaux programmes. L'un fournissait des subventions de rééducation aux survivants d'AVC et d'accidents dont l'assurance ne pouvait pas couvrir la thérapie à long terme. L'autre finançait des bourses pour les étudiants en soins infirmiers engagés dans des soins compatissants aux patients. Lors de la cérémonie d'inauguration, j'ai demandé à Émilie de se tenir à mes côtés. Elle avait l'air horrifiée. Je déteste les micros. Je ris. Tu survivras. Elle s'avança à contre-cœur. Le public applaudit alors que je lui remettais une plaque. On pouvait y lire « Bourse Émilie Harper pour des soins compatissants ». Elle se couvrit la bouche. Vous l'avez nommé d'après moi. Tu m'as rappelé que la guérison commence quand quelqu'un croit en vous. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle, et surtout pas les miens.
Les gens me demandent encore si je regrette d'avoir dénoncé Melissa et Tyler. Ma réponse les surprend toujours. Non. Je regrette qu'il m'ait donné une raison de le faire, car la vengeance n'a jamais été mon but. La vérité, si. L'accident m'a enlevé la voix pendant un certain temps, mais il m'a donné quelque chose d'encore plus précieux, la capacité de voir les gens exactement tels qu'ils étaient. Certains sont partis, d'autres sont restés à mes côtés. La différence a changé ma vie pour toujours. S'il y a une leçon que mon histoire m'a apprise, c'est celle-ci, ne mesurez jamais votre richesse à la taille de votre maison ou au solde de votre compte en banque. Mesurez-la aux personnes qui restent quand elles croient que vous n'avez plus rien à donner. Ce sont ces personnes qui valent la peine de construire une vie. Et si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou vous a encouragé à continuer de choisir l'intégrité, même quand c'est difficile, j'adorerais lire vos pensées dans les commentaires. Vos histoires comptent aussi. Si vous souhaitez me rejoindre pour d'autres histoires sur la résilience, la justice, le pardon et la force de l'esprit humain, je serais honoré que vous vous abonniez et reveniez pour le prochain voyage. D'ici là, prenez soin de vous et ne laissez jamais les difficultés vous convaincre que votre histoire est terminée. Parfois, la voix la plus silencieuse de la pièce porte la plus grande vérité.